Bonjour Mariam. Bonjour Rachid. La presse marocaine d'abord, qui tente de comprendre l'explosion des prix à quelques jours du mois sacré du Ramadan. Oui, comme chaque année à l'approche de Ramadan, les prix ressortent leurs plus beaux vêtements et s'affichent comme des produits de luxe. Et oui, c'est ainsi que commence cet article du Brief. Et c'est exactement ce que ressentent les ménages. Tout est plus cher partout. Sauf que quand on regarde de plus près, la hausse n'est pas toujours là où on le croit. Le Brief explique que sur certains produits de base, les prix au marché de gros restent relativement stables. Mais entre le gros et l'État, les prix explosent. Alors pourquoi ? Principalement parce qu'il y a des intermédiaires de plus en plus nombreux dont l'addition des activités font exploser le prix final. Et le consommateur, lui, ne voit rien et sa colère vise les commerçants d'abord, alors que le problème est souvent l'architecture même du marché. Et cette année, on le sait, il y a aussi un facteur très concret, la météo. Média 24 parle de pluies exceptionnelles avec plus de 200 mm par endroit, des crues, des inondations, des champs sous l'eau, notamment de l'Orarb et vers Sidi Qassem. Et quand les terres sont impraticables, on ne récolte pas, on ne transporte pas et certaines productions restent bloquées ou souvent perdues. Et à ce stade, la question sort du spectre économique et devient politique. Iba Press cite l'analyste Omar Sharqawi pour qui le vrai test aujourd'hui pour le gouvernement, ce n'est pas la croissance, c'est le panier du citoyen. L'État annonce une offre suffisante, parfois même excédentaire, mais sur le terrain, un produit peut passer par 3 à 5 intermédiaires avant d'arriver au consommateur avec des prix multipliés parfois par 3. Et c'est là que le discours officiel se heurte au vécu quotidien. Et ce malaise arrive justement jusqu'au Parlement, le Parlement qui discute de produits de consommation phares. Le site Info rapporte qu'une députée du PAM, Hanan Atrakin, interpelle le ministre de l'Agriculture, Ahmed El Bouhari, sur la flambée des prix des viandes rouges à quelques jours, comme on l'a dit, du mois de Ramadan. Et elle demande des explications simples. Pourquoi les prix continuent-ils d'augmenter malgré les aides aux éleveurs et les importations? Et surtout, qui contrôle réellement ce marché? Et tout cela se passe, on le sait, dans un moment politique particulier. Challenge annonce un changement à la tête du RNI. Mohamed Chouki succède à Aziz Akhnouch qui renonce à un 3e mandat. Et le contexte, on l'a dit, compte. À l'approche des élections, le pouvoir d'achat devient un sujet central parce qu'au final, ce ne sont pas les chiffres macroéconomiques qui restent dans les mémoires. C'est ce moment très simple devant l'étal où l'on se demande si Ramadan sera un mois où justement chaque dirham compte. La presse s'emploie aussi à déconstruire l'idée d'une migration africaine uniquement sous la forme d'un exode massif vers l'Europe. Quand on parle d'immigration, de migration africaine en Europe, ce sont toujours les mêmes images qui reviennent, des canaux surchargés, des routes dangereuses et surtout l'idée d'un continent tout entier qui voudrait monter vers le nord. The Conversation le rappelle clairement, la migration africaine augmente, oui, mais pas plus vite que la migration mondiale. Et surtout, elle se fait d'abord en Afrique. Et oui, les chiffres de l'ONU expliquent qu'en 2024, les Africains représentent environ 15% des migrants dans le monde. Et plus parlant encore, environ 25 millions d'Africains vivent dans un autre pays africain, contre un peu plus de 20 millions hors du continent. Et les raisons sont simples, les déplacements sont facilités par les accords régionaux, alors que les voies légales vers l'Europe restent rares et très restrictives. Même quand on parle de conflit, la réalité est la même. Sur plus de 120 millions de personnes déplacées de force dans le monde, la majorité ne quitte jamais son pays. Et à l'échelle du continent, près de 87% des réfugiés africains vivent aujourd'hui en Afrique. Et face à cette réalité, une réponse africaine s'organise. La Vie Éco rapporte qu'Amina Bouayesh, président du CNDH, a présidé à Yaoundé une réunion du groupe de travail africain sur la migration relevant du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme avec des représentants d'une vingtaine de pays. L'objectif est donc de renforcer la protection des droits des migrants et des réfugiés et surtout de porter une voix africaine commune sur la scène internationale. Le Maroc qui préside ce groupe défend une approche nouvelle aujourd'hui où la migration n'est pas qu'un problème sécuritaire, c'est aussi une question de droits humains, de mobilité légale et de stabilité régionale. Mais pendant que l'Afrique travaille sur une approche collective, la pression européenne reste forte. RFI raconte comment la RDC a accepté de reprendre ses ressortissants en situation irrégulière expulsés du Royaume-Uni. Après des semaines de tensions diplomatiques, Londres avait restreint les visas pour contraindre Kinshasa à coopérer. Et cet accord illustre surtout le rapport de force actuel. Pour l'Europe, la migration reste un sujet politique sensible, traité par la contrainte, alors que sur le terrain, les chiffres
chiffres montrent une autre réalité souvent oubliée. La migration africaine ne se joue pas principalement aux portes de l'Europe, mais surtout et avant tout à l'intérieur même du continent. On va s'intéresser aux plateformes vidéo et surtout aux algorithmes qui finalement décident de ce que l'on regarde. Bah oui, si vous regardez les plateformes de streaming, vous comme moi, Rachid, vous l'avez peut-être ressenti, les séries se ressemblent de plus en plus. Courrier International explique pourquoi. Selon des scénaristes et producteurs, les plateformes demandent désormais que l'action arrive très vite, que les intrigues soient répétées dans les dialogues et qu'il se passe quelque chose toutes les 2 ou 3 minutes. Et oui, ils veulent que les spectateurs regardent souvent... c'est que les spectateurs regardent souvent ces séries et ces films sur leur téléphone. Résultat, les dialogues sont explicatifs, les récits sont simplifiés, pensés non plus pour surprendre, mais pour retenir une attention devenue justement très limitée. Et cette logique algorithmique rencontre aussi un usage massif, notamment au Maroc. La Nouvelle Tribune montre que plus de 7 jeunes Marocains sur 10 consomment du contenu sur les plateformes chaque jour, souvent plus de 2 heures quotidiennement, surtout sur leur écran mobile. Et derrière tout cela, une génération qui construit ses références culturelles, ses discussions et sa vision du monde à partir de récits de plus en plus similaires et formatés. Mais face à la montée en puissance de ces plateformes, certains États commencent à intervenir directement. Reuters explique que l'Allemagne va imposer aux plateformes de streaming et aux grandes chaînes de télévision de réinvestir une partie de l'argent qu'elles gagnent sur son territoire dans la production locale. Concrètement, au moins 8% des revenus générés en Allemagne devront revenir au cinéma et l'audiovisuel allemand, avec la possibilité pour les plateformes d'investir davantage si elles le souhaitent. Et avec ce choix, l'Allemagne rejoint d'autres pays européens qui refusent de laisser l'ensemble de la création être uniquement créée et dictée par les logiques des plateformes où les algorithmes choisissent finalement pour nous des histoires qui deviennent les mêmes pour tous. Et ce n'est pas le cas sur Média TV, évidemment. Absolument pas. Évidemment. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 février 2026. Quel autre 9 février avez-vous choisi dans l'histoire ? On commence la semaine avec un cours d'histoire qui concerne cette fois-ci le Maroc. Et je vous emmène au 9 février 1909 où Berlin et Paris signent une déclaration diplomatique qui deviendra un texte décisif pour le Maroc. Alors rappelons le contexte. Au début du XXe siècle, le royaume fait figure d'exception alors que l'Afrique a été découpée à Berlin en 1885. Le Maroc, lui, n'a toujours pas été colonisé, mais il est très, très convoité, car depuis des années, les grandes puissances s'affrontent autour de la question marocaine. Et oui, la France avance, l'Allemagne résiste, l'Angleterre observe et le Maroc devient ainsi un théâtre diplomatique européen. Après la crise de Tanger de 1905, la conférence d'Algésiras et puis des tensions à Casablanca, la rivalité franco-allemande menace la paix sur le sol européen lui-même. Le 9 février 1909, Paris et Berlin choisissent alors finalement de se mettre d'accord plutôt que de se faire la guerre. L'Allemagne reconnaît des intérêts et la France aussi comprend qu'il est plus intéressant de respecter les intérêts économiques allemands. Mais ce compromis ouvre une brèche 3 ans plus tard. En 1919, le traité de Fès instaure le protectorat français sur le Maroc. Alors, le 9 février 1909 est donc le moment où le destin du Maroc bascule, pas totalement sur son sol, mais autour de tables diplomatiques européennes. Un rappel que l'histoire coloniale ne s'est pas faite seulement par la conquête, mais aussi par des accords discrets qui mettent fin à des guerres d'un côté et changent le destin d'autres nations à tout jamais. Oui, on redessine des territoires aussi, Effectivement. Voilà, dans des antichambres. Merci beaucoup, Myriam Kokaïna.